Ouais, donc on peut peut-être commencer par revenir sur la première question. Donc c'était sur une question sur Europe, de Philippe Roux. Est-ce que l'océan liquide sous la surface, il pourrait créer un champ magnétique qui protégerait des rayonnements ionisants sur Europe? Alors pour ce faire, il faudrait qu'il y ait des particules métalliques. Et donc en gros, le champ magnétique, par exemple sur la Terre, se crée parce que vous avez un noyau terrestre qui est ferreux. Vous savez, la poussée d'Archimède, vous vous en souvenez, donc les éléments les plus lourds vont percoler vers le centre. Donc sur une planète qui est différenciée, les éléments les plus lourds vont au milieu. Donc c'est pour ça que dans une planète qui est suffisamment différenciée, vous avez le noyau qui est essentiellement métallique. Et donc, pour que vous puissiez avoir un champ magnétique, il faut que vous ayez des circulations de particules de fer. Et sur Terre, le noyau est à deux couches. Une couche interne qui est solide et une couche externe qui est liquide. Et donc c'est du fer liquide. Et du coup, Europe ne rencontre pas cette condition. D'accord. Ok, Merci. ok. Du coup, on avait une autre question. Euh, Peut-être c'est sur le biophysique, sur les... Ah oui, oui, oui. Ouais, c'était une question de tout à l'heure qu'on n'avait pas posée. Ce qui définit la température sur une planète, il y a quelqu'un qui demandait si c'était pas plutôt la pression plutôt que l'effet de serre. La pression, non, parce que si vous voulez, les gaz ont des caractéristiques différentes en termes d'effet de serre. Donc, par exemple, l'oxygène, c'est un gaz à effet de serre, le CO2 aussi. Et je peux vous assurer qu'un bar de CO2, c'est complètement différent d'un bar d'azote, par exemple. Typiquement, une atmosphère comme la Terre, il y a un certain effet de serre, mais vous auriez eu la même pression avec du CO2, la température en surface, ça serait de 100 degrés, enfin, serait beaucoup plus. Donc ça dépend vraiment de la nature du gaz qui compose notre atmosphère. Ouais, ok. D'accord. Une autre question, tout à l'heure, vous aviez parlé de biosignature, et justement, quelqu'un voulait revenir sur la définition de ce que c'était. C'est-à-dire la question, en quoi s'agit-il? C'est Ouais, ça. ouais, c'est ça, parce que la question c'était, quand on cherche de la biosignature sur une planète, en fait, on cherche quoi concrètement? C'est la bonne question. Et si vous pouvez m'apporter la réponse, ça m'aiderait bien. J'écrirai tout de suite une publication dans Nature. Alors en fait, non, mais c'est une grande question. C'est un sujet qui est débattu entre les astrobiologistes depuis des années. Comment peut-on caractériser une biosignature? Quelles sont les signatures spectroscopiques qui permettraient de caractériser la vie? Le problème, c'est que à chaque fois qu'on considère s'il y a telle molécule, ça pourrait être signe de vie, puis à chaque fois on trouve le contre-exemple qui dit que c'est non, ça peut être attribué à autre chose. Donc à mon avis, une biosignature, ça pourrait être un ensemble de signatures, un ensemble de paramètres qui, lorsque considérés individuellement, ça ne veut rien dire, mais considérés dans leur ensemble, ça pourrait tendre vers un indice, quoi. Mhm. D'accord. Donc oui, il n'y a pas vraiment de définition, c'est plus on y va. Une signature sur Mars, par exemple, c'est la présence du méthane. Mhm. C'est une biosignature, puisqu'on sait que le méthane peut être émis par des organismes. Le problème, c'est que aussi le méthane peut être aussi émis par la géologie, par l'interaction de la roche avec de l'eau. Du coup, voilà, c'est à la fois une biosignature, mais en même temps, ça peut être expliqué différemment. Donc c'est pour ça que le méthane sur Mars n'est pas suffisant pour attester de la présence de vie présente ou passée. Oui. Ouais, ok, d'accord. On a une question de Alexandre Doyen qui demandait si à l'époque, je pense que c'est par rapport aux visions d'artistes que vous avez présentées, il demandait si à l'époque on savait ou pas que Jupiter était gazeuse. Donc en fait, peut-être concrètement, à partir de quand est-ce qu'on a su que Jupiter était gazeuse? Alors je pense que ça date. Oui, alors c'est une bonne question, mais alors euh, c'est grâce à la spectroscopie, hein. Typiquement, bon, vous savez que l'astronomie, pendant très longtemps, c'est l'astronomie. Donc l'astronomie, c'était quoi? C'est l'étude du mouvement des corps, le mouvement donc on a appliqué les lois de Kepler, les lois de Newton. On a permis la mécanique analytique nous a permis de bien décrire les orbites, les perturbations, etc. Et un jour, il y a un gars qui a découvert la spectroscopie. Il s'est rendu compte qu'on pouvait donc, à partir d'un spectre de lumière, on pouvait déterminer la composition d'un corps. Et donc on est passé de l'astronomie à la papa entre guillemets, l'astronomie dynamique, à l'astronomie composition. Et ça, ça a été l'astrophysique. Et donc depuis, je pense que les spectres de Jupiter, depuis au moins un siècle, nous montrent que Jupiter est dominé par l'hydrogène. Ouais. Ok, donc ça veut dire on le savait depuis un siètre. Oh, Obama, bien sûr, ouais, bien sûr. Ok.
Donc on avait une autre question, je ne sais pas si tu veux continuer, Guillaume. Si on va entendre encore peut-être 5 minutes avant de répondre au deuxième sondage. Donc oui, on ne vous en a pas fait mention, mais donc dans le chat, là encore, vous avez un deuxième quiz sur la deuxième partie de l'exposé de Monsieur Mouzis. Donc voilà, là aussi, c'est pour faire un petit retour voilà, sur certains éléments qui ont été présentés. Donc n'hésitez pas à le faire, c'est très rapide. Alors, une question, bon, je vais essayer de l'interpréter un petit peu parce que j'ai l'impression qu'il manque une partie. Ce serait, je pense, est-ce qu'il existe des trous noirs au sein de notre galaxie? Oui, plein. Ah, ok, c'est rapide. Très bien. Et du coup, est-ce qu'on a une idée de la proportion? Ça, c'est une bonne question. Bougez pas, je vais appeler un copain là. Donc, alors, écoutez, ça dépend du type stellaire. Donc, évidemment, on a à peu près la distribution du type d'étoile. C'est une question de masse, hein. Donc, à partir d'une certaine masse, une étoile peut terminer en trou noir. Ouais, Oui, donc on a une idée de la proportion. Je m'en souviens plus, mais effectivement, on sait à peu près. ok. D'autant plus que si vous voulez, par exemple, le centre galactique, il y a un trou noir qui est gigantesque, qui s'est formé différemment que les fins de vie d'étoiles. Donc, si vous voulez, oui. Enfin, en termes de proportion parmi les étoiles, on sait la proportion d'étoiles qui vont finir en trou noir, ça c'est évident. Ouais. D'accord. Et comment on sait qu'il y a qu'il y a un trou noir au centre de la galaxie? Ça, on l'a observé, on en a déduit à partir des masses et de ce qui gravitait autour. Dynamique, ouais, tout à fait, ouais. Des mesures Ok. dynamiques. On voit qu'il y a un truc extrêmement massif au cœur de la galaxie. Et puis, ouais, il y a, c'est des indices indirects. Oui, oui, d'accord. Et mais ouais, si, mais je repensais à un truc, mais du coup, il n'y a pas de le fait que les galaxies elles tournent. Ça, ça, on l'explique comment? Et bien, c'est simple, c'est un système en révolu. Alors, ça, le fait que la galaxie tourne, ça vient de l'époque de la formation de la galaxie, c'est-à-dire qu'en gros, au départ, c'était un nuage de gaz et de poussière qui était autogravitant. Et en fait, donc le nuage, si vous voulez, chaque particule tournait ou spinait dans toutes les directions. Et quand il s'est effondré sur lui-même, il s'est aplati. Il y a un axe qui s'est privilégié, un axe de rotation. Donc, un axe de rotation qui s'est privilégié au moment de l'aplatissement de ce nuage. Donc, ce que vous voyez aujourd'hui, c'est ni plus ni moins le résidu de la rotation de ce nuage. Ok, ok, C'est d'accord. chose qui s'est fait, c'est au moment de la formation de la galaxie. D'accord. Alors, dans le chat, il fait plusieurs fois mention de Mua. Et donc, la question, c'est que penser des hypothèses sur Oumuamua? Que penser des hypothèses sur Muamua? Eh bien, écoutez, je pense qu'ils sont parmi nous. Sans Voilà. doute. Les gens crédules, je veux dire. Donc, en fait, comment bon, Est-ce que vous pouvez rappeler ce que c'est pour ceux qui oui, ne le savent pas? c'est un astéroïde. Alors, c'est quelque chose qui a été découvert il n'y a pas très longtemps, il y a un an ou deux. C'est un objet qui a une orbite qui n'est pas originelle du système solaire. Donc, c'est un objet qui a une trajectoire qui est perpendiculaire au plan du système solaire, qui est arrivé de nulle part et qui va foutre le camp nulle part, qui va partir aussi vers l'infini. Et en fait, c'est un objet, a priori, qui a une origine interstellaire. C'est-à-dire qu'en fait, on pensait que chaque système planétaire autour d'une étoile était isolé par rapport aux autres, et on se rend compte que ce n'est pas le cas, qu'en fait, il peut y avoir des objets, des débris, des astéroïdes interstellaires qui passent d'un système à un autre. Et cet objet-là, au nom imprononçable, comment dirais-je, vient probablement d'un autre système planétaire, d'une autre étoile. Alors évidemment, parce qu'on avait attribué un rapport d'aspect à cet objet qui était un peu fantasque, parce que je crois que d'après les mesures, c'était un truc qui était un rapport 1/8, donc on voyait plutôt un objet qui avait une forme de cigare. Mhm. Alors, on s'est dit que c'est pas possible que ça puisse être une forme naturelle, et du coup, il y a un monsieur qui est un cosmologiste d'Harvard qui a dit, mais ça veut dire que c'est un vaisseau spatial extraterrestre. C'est par là. Donc le gars, il s'est fait un max de thunes parce qu'il a écrit un bouquin qui a été édité. Alors, si vous voulez, tous les copains qui ont travaillé là-dessus, qui ont fait des mesures, il n'y a rien d'extraterrestre. Il n'a pas une trajectoire qui a été changée par un réacteur qui s'est mis en route à un moment, qui a fait un angle droit. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. La trajectoire de l'objet est purement décrite par les lois de Kepler, les lois dynamiques, et qui plus est, la forme de l'objet s'explique très bien s'il est le débris d'un corps beaucoup plus gros, quoi, un débris collisionnel. Évidemment, comme on a les données qu'on a sur la structure d'objet, elles sont très mauvaises. Les observations de cet objet-là, elles sont très lointaines, et du coup, le rapport signal sur oui est pourri. Donc,
je veux dire, on a très peu d'informations, donc il y en a qui ont carrément pété un boulon. Là. Celui-là, il fait partie de ceux-là. D'accord. Ok. Et ça date d'il y a combien de temps la découverte de ce système Je vais pas dire une bêtise, mais je crois que c'est 2019. D'accord, donc oui, c'est très récent. D'accord. Ok. D'accord, merci. Enfin, très récent. Ouais. Alors, on a Philippe Roux qui nous demande le cas de la phosphine sur Vénus qui a récemment été évoqué. Oui. Est-ce qu'on a des informations là-dessus? Qu'est-ce qu'on sait Ah, qu'est-ce que la phosphine aussi? Ouais, déjà, on peut partir Oui, de là. pour ceux qui ne sauraient pas non plus. Ouais. Alors la phosphine, c'est un composé qui est fait d'un atome de phosphore et 3 atomes d'hydrogène. C'est pH3. Et alors la phosphine, encore une fois, c'est un truc, c'est une molécule qui excite les exobiologistes ou les astrobiologistes qui pourraient faire partie des biomarqueurs. Ah Donc, oui. alors le fait qu'on ait découvert la phosphine dans Vénus, ça a excité tout le monde. Là, et c'est parti comme une fusée. Alors juste pour vous dire, la phosphine, ça a été découvert dans Jupiter et Saturne. Mais alors dans une planète qui est dominée par l'hydrogène, la phosphine, elle apparaît naturellement. La chimie prédit l'existence de phosphine dans ces environnements-là. Donc c'est quelque chose qui est prédit par la thermodynamique. C'est pas ça, je veux dire, il n'y a pas besoin d'avoir de forme de vie dans Jupiter pour expliquer ça. Dans le cas de Vénus, c'est quelque chose qui est beaucoup plus particulier parce qu'on sait que sur Terre, la phosphine, elle est créée par les rejets industriels de l'homme, hein, essentiellement. C'est l'industrie qui est signe de ça. Alors donc d'avoir découvert la phosphine en Vénus, c'est quelque chose qui est assez incroyable. Alors le problème, c'est que la personne qui a découvert la phosphine, les données qu'elle avait, elles étaient très mauvaises en qualité. Et 2 observations ont été faites ultérieurement en infrarouge. Là, c'était en radio, ce que je vous raconte. Il y a d'autres observations qui ont été faites en infrarouge et qui sont beaucoup, beaucoup plus diagnostiques et qui peuvent permettre de mieux mesurer cette molécule pour montrer qu'il n'y avait rien. Donc c'est un article, la personne a vu un artefact. Et on est dans un milieu où c'est tellement compétitif qu'elle a voulu, elle a senti le truc arriver, elle a voulu écrire son article pour Nature et hop, c'est parti parce que c'était tellement sexy comme idée, comme découverte. Et le problème qu'il y a eu, c'est que ça n'a pas été confirmé, ça fait pchit, comme disait un ancien président. Non, Ok. c'est du bullshit. Alors le seul mérite que ça a, c'est que ça a relancé. Bon, l'exploration de Vénus, c'est quelque chose qui est quand même très intéressant à faire. Et ça a un peu excité tout le monde. On a envie de revenir à Vénus maintenant, parce qu'on ne sait jamais si elle avait raison. Ouais. Ça a relancé l'idée d'aller réexplorer Vénus. Donc, c'est le côté sympa de la chose. Et puis, ça fait parler d'astronomie, c'est très bien. Ça fait de la publicité, oui. Alors, on avait une question ouais. de Frédéric Fournier, donc, qui demande si est-ce qu'on a réussi à modéliser des planètes géantes telluriques et vu qu'elles sont énormes, sous quelle forme il est dans quel état est leur noyau? Est-ce qu'il est en plasma? Est-ce que c'est du plasma solide? Donc, j'avoue que je sais pas ce que c'est du plasma solide, parce que du plasma, je vois ce que c'est, mais Oui, puis alors, la question, elle est comment dirais-je, elle est contradictoire, parce qu'une planète tellurique et géante, ça va pas ensemble, parce qu'en fait, une planète tellurique, c'est une planète de dimension terrestre, alors qu'une planète géante, c'est une planète géante. Donc en gros, la question que doit poser Frédéric Fournier, que je salue au passage, si c'est bien la personne que je connais, oui, c'est bien lui. un ancien malouin. Donc donc ce que veut dire notre ami, c'est qu'en fait, il demande si des planètes géantes et comment dirais-je et à l'état solide existent. Et du coup, je peux lui dire que jusqu'à présent, on a découvert aucune planète géante ne correspond à ce critère-là. C'est-à-dire que toutes les planètes géantes ont une densité qui est très très faible. On n'a pas trouvé le cas bâtard d'une planète qui serait extrêmement dense au regard de sa grande taille. C'est-à-dire qu'on n'a pas encore trouvé de Jupiter avec une croûte solide. Ça, on n'a pas encore vu. Ça, alors, il ne faut jamais dire jamais, mais je veux dire, pour l'instant, on n'a pas encore trouvé le truc qui ne s'explique pas. Quoi. Donc, voilà. Ok. Ouais. Ouais. On va peut-être faire une dernière question. Ouais, et puis après, on passe au quiz après. Donc cette fois de Monsieur Vincent Deville. Que pensez-vous de l'utilité des expériences réalisées dans l'ISS concernant la création des systèmes planétaires? Bon, je vois que j'ai une bande de copains qui se lâchent, parce que celui-là, sacré Lascar. Vincent, je te règle ton compte plus tard. Évidemment, je vois très bien où il veut arriver. Donc, on va censurer ou pas là
Donc voilà, donc écoutez, j'ai retransmis il n'y a pas longtemps un travail, une recherche très intéressante. C'est du vin de Bordeaux qui a été envoyé dans l'ISS et qui a été mis là-haut pendant quelques mois et qui va redescendre. Voilà, je pense que c'est l'expérience la plus intéressante qui a été faite à mon goût jusqu'à présent. Et la manip qui a coûté pour la bagatelle, qui a coûté la bagatelle de 150 milliards de dollars. Donc, voilà, quoi. Donc ouais, vous voyez ce que je pense. Imaginez 150 milliards de dollars, ce que je fais avec. Quoi. Vous me donnez ce pognon-là. Bon, d'abord, je m'achète une Ford Mustang, hein, comme Frédéric Fournier. Hein. Et après, vous l'envoyez dans l'espace pour voir comment ça se passe. Non, mais je rigole. 150 milliards de dollars, ça veut dire que ça fait 150 missions à 1 milliard d'euros. Donc 1 milliard d'euros, c'est le Mars 2020 qui a été envoyé sur Mars. Ah oui, d'accord. Mais je veux dire, avec 150 missions à 1 milliard d'euros, je vous les envoie dans le système solaire et je peux vous assurer que je réécris tous les manuels scolaires. Avec la somme des connaissances qui ont été accumulées, je vous réécris tous les bouquins pour les gamins. Même le gamin qui est en CP, en CE1, ses manuels scolaires vont changer. Tellement on va apprendre de choses sur... Mais c'est ça qui est incroyable. Et les gens ne réalisent pas que... Voilà. Bon, et actuellement, si vous voulez, l'exploration spatiale, elle est à son... L'exploration habitée, je veux dire. Elle est pour moi, elle est au niveau 0. Le seul gars, le seul truc qui fait palpiter encore, c'est la mission lunaire, évidemment, parce que j'espère qu'on va y aller. Ça fait 50 ans qu'on tourne autour de la Terre comme ça. Hein, je veux dire. Faut arrêter de déconner. Et le deuxième point, c'est c'est Elon Musk. Ce qu'il est en train de faire, il est en train de bousculer les acquis, mais c'est incroyable. Il faut suivre ce gars. Donc voilà. Et donc, les gens qui vont envoyer sur Mars. Justement, on a une question là-dessus dans le donc quiz. je pense qu'on va passer au quiz. Ouais. Ce serait pas mal. Alors du coup, Kylian et Gaëtan, quand vous pouvez afficher le quiz, ok, c'est parti. Alors vous pouvez mettre les résultats. Très bien. Alors, la toute première question concernait la première mission où une sonde a atterri sur Mars. Donc, il y avait plusieurs choix. Donc, alors la première proposition, c'était Maven, ensuite Oblivion, Mars Odyssey et Mars 3. Et donc, on a la plupart des gens qui ont répondu donc à la moitié pratiquement Mars Odyssey et 36% des gens qui ont répondu Mars 3. Donc, il me semble que c'était bien Mars 3, la première... En 1971. Oui, c'est saugrenu. Mars 3, c'est la première, quoi. C'est bizarre. Hein. Oui. Mais du coup, pourquoi c'est la première? Ils ont fait d'autres tests avant? Bon, après, non, je pense que vous dites atterrir. L'historique, je ne connais pas par cœur. Mais par contre, ce que je sais, c'est que les Martiens ont une sacrée DCA. Donc, il y a beaucoup de gens qui ont foiré. Hein, parce que n'est jamais à l'heure. Le parachute se déployait pas. Ou alors, il y en a certaines, elles ont eu le parachute qui s'est déployé. La sonde atterrit, elle envoie ses premières informations. Et hop, le parachute, il tombe sur l'antenne. Donc, de vol. Il y a eu plein de blagues comme ça. Donc, les Martiens, ils ont une sacrée DCA. Alors aussi, ça veut dire que Mars 3, ça peut être très bien aussi le premier atterrisseur, alors que Mars 1 et Mars 2 étaient des orbiteurs. Oui, d'accord, il y a des missions précédentes, effectivement, où c'était des campagnes de prise de photos, ce genre de choses. Alors, la deuxième question concernait cette fois la signification. Qu'est-ce qu'est Europe? Donc, vous avez fait mention dans votre présentation. Alors, donc, au choix, un satellite naturel de Jupiter, une lune naturelle de Saturne, une planète glacée. Une planète glacée ou un continent. Donc on a 99... alors, 80... Je vois pas bien le... C'est bizarre, les pourcentages ne collent pas. Oui, c'est parce qu'il y avait plusieurs choix. Ouais. Ah oui, plusieurs bonnes réponses. Oui, c'est ça. Donc on a 90% des gens qui nous disent que c'est un satellite naturel de Jupiter. Donc ça, je pense que c'était... ouais. On a été... Enfin, vous avez été assez clair là-dessus. Et puis forcément, c'est vrai que ça reste toujours un continent pour la blague. Et du coup... C'était planète glacée aussi, ouais. qui avait été mentionné dans votre présentation. Et ça qui n'a pas été beaucoup repris. Ouais. Est-ce que vous pourriez du coup redire ce que c'est une planète glacée? Alors, une planète glacée, simplement, c'est une planète qui a une hydrosphère. Alors que ça veut dire que c'est quoi une hydrosphère? C'est une coquille d'eau. Mais donc la Terre, il y a une sorte de coquille d'eau, aussi faible soit-elle, il y a ces océans en surface. Donc l'hydrosphère sur Terre, elle est liquide et vapeur, puisque vous avez l'eau à l'état liquide à la surface et à l'état vapeur dans l'atmosphère.
En ceci, je dis des bêtises, parce qu'il y a aussi les banquises de glace. L'eau sur Terre, elle existe à la fois à l'état solide, à l'état gazeux, à l'état liquide. Ok. Mm. Une planète glacée, c'est une planète qui a une hydrosphère qui est gelée, Ok. qui est seulement à l'état solide. Alors évidemment, aussi, planète glacée, ça veut dire aussi que l'hydrosphère est plus épaisse que sur Terre, elle fait au moins quelques kilomètres. Ok, d'accord. Merci pour ces précisions. Question suivante, s'il y avait de l'eau liquide présente sur Europe? Alors sur Europe, peut-être pas, mais dans Europe, probablement. Oui, donc dans Europe. Peut-être que la question n'était pas assez précise. Ouais. Donc en surface, probablement pas, mais à l'intérieur, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, en fait, c'est possible qu'il y ait... c'est un peu comme sur Mars, du coup. Ouais, puis c'est prédit par la thermodynamique. C'est-à-dire que là, Oui, d'accord. vous pouvez pas aller contre les lois de la physique. Ok, ça marche. Donc là, oui, peut-être la question manquait de précision. Donc Ouais. pas très intéressant de l'exploiter. Ensuite, on arrive dans les questions un peu plus générales. Est-ce qu'il y a de la vie sur Mars? Donc on a 80% des réponses qui nous disent qu'il n'y a pas de vie sur Mars, 16% qui nous disent qu'il y a des micro-organismes vivants, et 9% qui nous disent qu'il y a des bactéries qui ont été détectées. Mais c'est étrange, il n'y avait pas de choix sur la présence d'extraterrestres. On a oublié de le mettre. Mais je pense que la question est mal posée, c'est que ce serait plutôt a-t-on aujourd'hui détecté de la vie sur Mars? Enfin, sait-on aujourd'hui, de manière précise? Je pense que c'est peut-être ce que... Je ne sais pas. Oui, c'est ça, on ne sait pas en fait. Ah. On est toujours sur la question de est-ce qu'on détecte un signe de vie ou pas? Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est un artefact? Ouais. Ok. D'accord, donc là aussi, une question toujours ouverte. Et Oui. enfin, Ouais, tout à fait. Ouais. Et puis il faut reconfirmer cette mesure du méthane qui est encore sujette à débat, même si on la mesure en spectrométrie de masse. Ce qui est curieux, c'est qu'en spectroscopie infrarouge, on ne la mesure pas. C'est ça qu'on n'arrive pas à comprendre. Depuis l'orbite de Mars, on n'arrive pas à mesurer le méthane. Et par contre, depuis le sol, on y arrive. Et l'instrument qui est dédié à la mesure du méthane, qui est en orbite martienne, aurait dû le voir. Donc c'est ça qu'il y a un mismatch entre les données, on n'arrive pas à comprendre. Ok. d'accord. Donc encore un terrain à explorer. Et la toute dernière question, elle portait sur Elon Musk, donc c'était sur l'année, sur une déclaration qu'Elon Musk avait faite, à savoir en quelle année a-t-il dit que la colonisation de la planète Mars serait effective. Et donc, du coup, les propositions, c'était 2024, 2026, 2035 et 2500. 2500. Donc, on a pratiquement 50% de réponses sur 2035 pour la colonisation de Mars, pratiquement 20% de réponses en 2024 et 35% en 2026. Sachant que ces déclarations ne sont pas toujours suivant. Ouais, du coup, c'était plutôt vers 2024-2026 2026, cette année. Ouais, ça paraît un peu. Il faut déjà retourner sur la Lune, mais disons que. Non, mais quoi qu'ils disent, ce mec-là, c'est génial. C'est génial qu'il y ait ce mec-là, quand même. C'est comme le seul qui a envoyé un cabriolet dans l'espace, quoi. Ça, franchement. C'est la Mais grande du coup, vous y croyez à 2024-2026 sur Mars? Non, mais par contre, regardez ce qu'il fait en ce moment, les fusées qui essaient de faire décoller, atterrir, c'est des modèles réduits des futurs vaisseaux qui seront habités par plusieurs dizaines de personnes. Ce qu'il fait, c'est extraordinaire. Même s'il a du retard, moi, ça me fait rêver ce qu'il fait. Mais je crois qu'il a réussi à faire atterrir. Non, je crois que ça va pareil, le deuxième essai, je crois. Mais en vol, ça marche bien. Hein, donc, non, mais c'est normal, il faut qu'il fasse péter plusieurs fois avant que ça marche. C'est normal. Ça,